Bonsoir, bienvenue dans les débats de 2012. La passation de pouvoir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy n'interviendra que mardi prochain. Mais en réalité, le nouveau président s'est déjà emparé des dossiers les plus urgents, en particulier la crise encore et toujours en Grèce. Nous allons y revenir. Et puis François Hollande va devoir expliquer comment il peut résoudre cette délicate équation, continuer de résorber la dette et relancer la croissance. Cette question sera bien sûr au cœur de notre débat avec nos deux invités. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Vous êtes le président de Planète Finance. Vous connaissez François Hollande depuis de très nombreuses années. Face à vous, Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir également. Bonsoir. Et puis vous êtes le président du Cercle des économistes. Et puis comme chaque semaine, pour vous interroger, à mes côtés, Luc Bronner du journal Le Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors en fin de matinée, la Commission européenne a rendu publiques ses prévisions pour la croissance et pour les déficits en 2013 et elle prévoit un déficit plus élevé que prévu en France en 2013. Alors on connaît les positions de François Hollande pour tenter de réduire ce déficit. Cela passe en particulier, Jacques Attali, par le fait d'augmenter les impôts pour les plus riches. À votre avis, est-ce que c'est une bonne méthode ? On reviendra, j'espère, sur ce qu'a dit M. évidemment. Arthuis, parce que c'est le cœur. Dans les 5 ans qui viennent, l'euro aura disparu si on n'est pas passé à un étage fédéral, qui n'est pas très difficile à faire et qui dégagerait d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en parler rapidement. On y reviendra dans la deuxième partie du Oui, débat. mais c'est aussi lié à ça parce que les moyens de la croissance sont là. Il y a 50 milliards qui dorment dans la Commission européenne, on les fait passer à la BEI, on s'en sert comme capital, on a un effet de levier qui permet d'avoir 750 milliards de moyens d'investir. La croissance repart en Europe sans dette ni impôt nouveau. Donc il faut quand même ne pas oublier que la solution d'équation française, elle est européenne, elle n'est pas française. Maintenant, sur la question que vous posez, en effet, la difficulté, ça va être réduire la dette de façon juste sans casser la croissance. Alors évidemment, réduire la dette, ça suppose de faire des économies, ça suppose de faire des impôts nouveaux. Et sur la nature des impôts nouveaux, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est un impôt sur les riches héritiers ou sur les riches entrepreneurs? Je pense que ce serait une grave erreur de faire un impôt sur les riches entrepreneurs parce que eux portent la croissance. Par contre, il faudrait sûrement faire un impôt lourd sur les riches héritiers, tant sur le capital que sur les successions, parce que ça, c'est du capital qui dort. Autrement dit, c'est la grande question. Nous avons deux questions de vérité aujourd'hui. Est-ce que la France va basculer vers l'Europe? Et est-ce que la France va basculer d'une économie de la rente à une économie du profit et de la créativité? Alors, sur ce point, sur ce que vient de dire Jacques Attali, sur ce double impôt possible, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Hervé Lorenzi? Est-ce qu'il faut effectivement éviter de taxer les entreprises? Est-ce qu'il faut se concentrer sur les riches héritiers? Peut-être deux remarques. D'abord, sur les chiffres, qui quand même relativisent un peu les sujets. En fait, il faut que nous baissions nos déficits d'une centaine de milliards d'euros, ce qui paraît à la fois très important, mais nos dépenses, c'est d'un peu plus de 1000 milliards d'euros, donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre de, compris entre, disons, dans les environs de 10% de ce qu'il faut faire sur 4-5 ans. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est insurmontable. Quand on regarde bien ce qui est proposé par Hollande aujourd'hui, c'est en fait compris entre la moitié et les 2/3 en augmentation d'impôts. Je viendrai après sur la nature des impôts, et puis le reste en réduction de dépenses. Moi, je pense... Ce que vient d'annoncer la Commission européenne ce matin, est-ce que ça ne va pas obliger François Hollande à réviser en quelque sorte un peu son projet, soit d'alourdir encore un peu plus les impôts, soit de faire peut-être plus d'économies que prévu? Est-ce que ça ne change pas la donne? Alors, ça change un peu. Enfin, c'est pas parce que la Commission le dit, enfin, c'est très bien qu'elle le dise. Ça fait quand même en fait, 1,7 oui, sur la croissance au lieu de... Tout le monde a... 1,2 au lieu de 1,7 plutôt. Tout le monde a en tête... Il y a 15 milliards de Voilà, il y a 15 déficit milliards en plus. C'est ça. Alors, donc, en gros, moi, je Lorenzi. pense, il n'y a pas de chiffre magique, mais je pense que la cote n'est pas très bien taillée entre l'augmentation des impôts et la réduction des dépenses. Je crois d'ailleurs que c'était pas très différent du côté de Nicolas Sarkozy, puisqu'il était lui 50-50. Il faut vraisemblablement revenir moitié augmentation d'impôts, moitié. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième, donc, c'est vrai que le débat sur la compétitivité, sur la réduction des dépenses, n'a pas été traité jusqu'à maintenant.
Deuxième sujet, là j'ai un petit désaccord avec Jacques, mais c'est normal et plus intéressant, c'est que tout ne passe pas par l'Europe. Il se trouve que chaque trajectoire macroéconomique de chaque pays européen est très spécifique. L'espagnol n'a absolument rien à voir avec la nôtre, qui elle-même est assez différente de l'allemande. Mais là où je partage son point de vue, c'est qu'il y a en fait une très forte épargne ou de forte disponibilité financière en Europe qu'on peut utiliser. Alors là-dessus, je trouve que la formule de Jacques enfin, je la partage entièrement, donc je la trouve particulièrement excellente. Elle revient à dire, il faut évidemment plutôt taxer la rente, au fond ceux qui sont détenteurs par leur généalogie, par leur histoire personnelle, détenteurs de revenus et de patrimoine, que ceux qui le créent. Nous avons besoin de rétablir dans notre pays une capacité finalement d'investissement, de développement, de croissance, de création d'emplois, et ça se fait quand même en ne taxant pas trop ce type d'effort. En ne taxant pas trop, on a entendu ce type d'effort. Il se trouve que François Hollande a annoncé qu'il y aurait une hausse des impôts, si je ne me suis pas trompé, c'était ses prévisions, d'environ 40 milliards d'euros. Alors il parlait des hausses des impôts, mais aussi de réduction des niches fiscales. Ça vous paraît à tous les deux être à la bonne hauteur. Et ces 40 milliards d'euros, si on rentre un tout petit peu dans le détail, ça correspond à quoi, Jacques Attali ? Ce sont des choix politiques. La commission que j'ai présidée, qui était une commission bipartisane, avec des gens de gauche et de droite, nous avions fait le détail des 90 milliards qu'il faut trouver. Nous étions restés sur un équilibre avec 2 tiers d'économie et 1 tiers d'impôts. Et on y arrive. C'était extrêmement douloureux. On peut actualiser votre rapport complètement aujourd'hui. Oui, je pense qu'on peut l'appliquer tel que. Ces impôts pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup de niches fiscales à supprimer. Niche fiscale sur les entreprises qui ne sont pas vraiment utiles, niche fiscale sur les grandes fortunes, et je pense que ça va être fait. Et là, il y a entre 15 et 20 milliards, sans aucun doute. Deuxièmement, il y a certainement des économies significatives à faire dans beaucoup de dépenses. D'abord dans la gestion de l'État. L'État gère très mal beaucoup de choses, que ce soit la politique des dépenses de santé, que ce soit la politique des services. Bon, sans mettre le feu aux poudres, parce que ça a été l'occasion de mettre le feu aux poudres, mais on peut se demander par exemple pourquoi dans certains services administratifs, on emploie 3 fois plus de fonctionnaires qu'aux États-Unis, pour une taille de pays qui est inférieur. Donc il y a des problèmes d'automatisation, d'informatisation qui sont extrêmement significatifs et qui sont faisables. Et puis il y a aussi des dépenses dans les collectivités territoriales. Le total des dépenses des collectivités territoriales, au total, c'est 300 milliards. Dont l'essentiel sont des dépenses de personnel. On peut imaginer qu'il y a là aussi, parce qu'on a 7 niveaux de collectivité territoriale. Hollande, politiquement, peut, dans ce domaine-là... Vous m'avez demandé mon avis. Je pense, pour ma part, qu'il y a beaucoup de... Pas normal qu'on soit le pays qui ait le plus de communes que la totalité des autres pays de l'Europe et plus de ronds-points, C'est vrai qu'il y a beaucoup de ronds-points. Mais il y en a plus que dans la totalité des pays d'Europe réunis. C'est quand même un peu un problème, quoi. Donc il y a des dépenses trop vaste sur nos niveaux de collectivité. Et puis je pourrais continuer la liste qui est assez innombrable. Mais j'ajoute une question plus difficile. Je crois que la question fondamentale, c'est va-t-on taxer la rente ou la création de richesse? Ça, c'est la question fondamentale. Et si on ne se concentre pas sur la taxation des rentes, et si on va trop sur la concentration de la taxation des créations de richesse, on va pénaliser la croissance, donc on aura moins de recettes fiscales. Création de richesse. Là aussi, si je ne me trompe pas, mais vous m'arrêtez bien entendu si je dis une erreur, il me semble que dans le programme de François Hollande, il y a l'idée de taxer un peu plus les impôts sur les bénéfices des sociétés, surtout des grandes sociétés. Ça vous paraît être quelque chose qui peut être dangereux pour la compétitivité, Jean-Hervé Lorenzi? Attendez, juste comme chacun veut compléter. Moi, j'ai deux choses auxquelles je tiens mordicus. Une chose qui est très commune à l'ensemble des pays développés, dans le mécanisme de mondialisation, il y a eu des victimes. Les victimes, alors elles sont très importantes. En réalité, elles sont majeures pour comprendre les évolutions macroéconomiques. C'est en gros entre 20 et 40% des populations non qualifiées qui se sont retrouvées finalement dans des conditions soit de non-travail, soit de travail extrêmement peu rémunéré. Et cela, c'est très important. C'est la caissière à 850 € qui est monoparentale, etc. Touche pas aux impôts. Cela, non seulement touche pas, mais alors c'est majeur. On protège les revenus de ces personnes. Vous pouvez pas faire la moindre réforme dans un pays occidental si on ne tient pas compte de ce point de vue-là, de ce point. Et au fond, je trouve qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été évoqué. On a des moyens de protéger, c'est les transferts par la prime pour l'emploi, le RSA, l'allocation logement, etc. Tout ça doit être concentré sur cette population-là.
parce que rien n'est possible. Premier point. Deuxième point, je ne crois pas, je crois que la commission Attali avait évoqué beaucoup de possibilités de réduction de dépenses. Je crois qu'il y a un point qui est majeur, c'est que notre système, au fond, de gestion, de décision publique est quand même très obsolète, et que quand on regarde bien ce qui a été fait dans les pays qu'on observe toujours, c'est-à-dire la Suède et le Canada, pour réduire de manière très massive les dépenses publiques, il faut évidemment réorganiser l'affaire, c'est-à-dire en faire partout, mettre en œuvre ce qu'on avait commencé à lancer à travers la fameuse LOLF, la loi organique des finances publiques, qui revient en fait à responsabiliser les fonctionnaires, qu'ils aient des budgets, enfin, à complètement modifier les dispositifs. On ne fera pas de réduction de l'ordre de... si je prends les chiffres de Jacques, disons 100 milliards, il met 2/3 en réduction de dépenses, 70 milliards, les 70 milliards, on ne les fera pas. Et ça, non seulement, mais ça ne se fera pas dans le cadre avec non seulement ce qu'il a indiqué, toute cette succession de niveaux administratifs, mais aussi cette organisation qui fait qu'un fonctionnaire, en fait, a une obligation de moyens ou d'utilisation de moyens, mais pas du tout d'objectifs. Alors, on vous a entendu, Jean-Hervé Lorenzi, et je vous propose de passer à la seconde partie de ce débat. Deuxième partie de ce débat que nous allons consacrer au thème de la croissance. On sait que François Hollande veut faire bouger les lignes en Europe, tenter de convaincre Angela Merkel. C'est loin, très loin d'être fait, semble-t-il. Question de Luc Bronner. Jacques Attali, ce matin, l'Allemagne a lancé un avertissement assez clair à François Hollande et à la France sur la renégociation éventuelle d'un traité européen. Est-ce que vous avez le sentiment que Angela Merkel et François Hollande peuvent parvenir à s'entendre alors qu'aujourd'hui les désaccords paraissent assez massifs? C'est la vieille histoire des relations franco-allemandes. Ça a toujours été comme ça. Hein. Comme on dit en anglais, tout tango. Il faut être deux pour danser le tango. Ben là, il faut être deux pour avoir un accord. On ne peut pas faire un accord tout seul, quoi. Le compromis, il est assez simple. Il est premièrement de faire en sorte que le pacte soit accepté et dans des conditions réalistes, parce que maintenant chacun se rend compte qu'il faut certainement l'étaler un peu dans le temps. Donc il faut le renégocier formellement. Il faut l'étaler dans le temps, je pense. Vous dites étaler dans le temps. C'est-à-dire prendre 2-3 ans de plus pour le mettre en œuvre, parce que c'est simplement impossible. Maintenant, Mme Merkel est isolée. C'est plus elle qui a la majorité. Elle est isolée. Les Hollandais ne peuvent pas, les Grecs ne peuvent pas, les Irlandais ne peuvent pas, Ça, c'est la première chose. On étale dans le temps. Et la deuxième chose, c'est de le compléter par un volet de croissance. Alors, est-ce qu'on appellera ça renégociation ou annexe ou protocole ou traité complémentaire? C'est la partie de la diplomatie. C'est face-saving device, on dit en anglais. Un truc pour sauver la face de tout le monde. Bon, donc, il y aura un traité complémentaire. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, notamment sur la stratégie de croissance, où il y a visiblement, selon la même expression de croissance, des logiques très différentes entre les Français et les Allemands. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette appellation croissance? On peut mettre deux choses, et c'est là où on va voir le débat de façon intéressante. Soit on peut mettre, ce que je souhaite pour ma part, une stratégie européenne. Je vous dis, on peut en 5 minutes doubler les moyens de la BEI, qui est à peu près 500 milliards de bilan. Donc on est là dans l'investissement public. L'investissement, mais c'est pas l'investissement public au sens des ronds-points d'autoroute. Donc là, on est passé en 5 minutes à 1000 milliards. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut d'abord irriguer tous les équivalents d'OSEO nationaux, c'est-à-dire les structures nationales qui investissent dans les PME et les entreprises moyennes, en donnant des moyens à ces entreprises, donc ça va irriguer les PME, les TPI, etc. On peut faire des grands travaux d'infrastructure qui sont absolument cruellement nécessaires en Europe, c'est-à-dire les travaux d'infrastructure de télécom, de grilles énergétiques intelligentes, d'économie d'énergie, de réseaux de transport. L'Allemagne va souffrir. L'Allemagne aujourd'hui n'a plus de réseau de transport d'énergie valable, ils sont totalement obsolètes, elle n'a même pas les moyens de le financer. Donc l'Allemagne a intérêt à ce qu'on fasse ça. Donc c'est la deuxième chose qu'on peut faire. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si l'Allemagne va introduire dans la négociation, au bout de la route, où elle dira oui, je suis d'accord pour faire ça, parce qu'elle dira oui, je suis d'accord. Si elle met en condition le fait de dire je suis d'accord à condition que vous, les autres pays, vous fassiez telle et telle réforme de structure chez vous. Alors, on va poser la question et débat... interpeller Jean-Hervé Lorenzi. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec finalement la définition de cette future croissance européenne telle que vient de la faire Jacques Attali? Oui, bien entendu. En plus, j'ai une expérience qui est évidemment beaucoup plus forte que la mienne, donc je m'incline devant ce point-là. Moi, je pense qu'il y a 4 sujets qui, au fond, le sujet clé,
parce qu'on peut trouver un accord la semaine prochaine. Le sujet clé, c'est comment ces vieux pays industrialisés arrivent finalement à avoir les 2,5, 3% de croissance qui peuvent avoir. Il y a la version, il y a un bout qui est tout ce que, au fond, la commission Jacques Attali, Mario Monti, qui en est un produit, un sous-produit, peut développer aujourd'hui, c'est-à-dire mettre du dynamisme sur le fonctionnement des marchés, pour résumer, et qui est très important. Mais qui doit faire, à mon avis, sur une croissance potentielle, peut-être 0,5, 0,7. Donc ça ne suffira pas. Donc ça ne suffit pas. C'est un premier point, c'est très important. Comment on fait le reste ? Deuxième aspect, on a 4 sujets qui, au fond, détermineront non seulement l'histoire européenne, américaine, mais l'histoire du monde. Il y a 4 problèmes à résoudre. Il y a un choc démographique qui est évident, c'est-à-dire comment est-ce que les pays, les seniors, vieillissement et rajeunissement pour nous. Vieillissement et rajeunissement. C'est-à-dire comment est-ce que on met dans cette situation, on a mis cette jeunesse européenne et notamment la jeunesse française dans une situation qui est absolument délirante, et comment on arrive à faire qu'on crée de l'activité pour ces jeunes. Premier sujet. Donc la croissance, elle passe par là. Moi, je suis convaincu que c'est d'ailleurs non seulement l'atout, mais c'est le sujet français numéro 1. Deuxième sujet, on a, alors là je rejoins ce qui a été dit, mais je le complète, on a évidemment à terme un problème massif de l'épargne mondiale et de l'épargne. Notre épargne, on en a beaucoup. Donc quand on vous dit on est dans une situation dramatique, on a beaucoup d'épargne. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Plus exactement, on sait comment la capter. Mais comme nous sommes des pays vieillissants, les vieillissants sont les vieux, ou les seniors, pour parler de nous, sont évidemment averses au risque. Donc il faut arriver à faire que leur aversion au risque, on leur garantisse un peu de l'affaire. Troisième sujet, c'est les eurobonds, c'est l'affaire. Troisième sujet, c'est en fait, ça c'est une conviction très profonde, le progrès technique s'est ralenti partout dans le monde. On sait ce body de ce que fait la Chine, mais c'est un pays qui donc c'est ce que disait Jacques Attali, on investit effectivement dans tous ces projets de technologies nouvelles, mais massivement, l'énergie verte, les nanotechnologies, effectivement. Sauf que j'y rajoute un élément, c'est que au fond, au jour d'aujourd'hui, on a quelques idées. On se dit un peu de biotech, un peu de verre, un peu de ceci, un peu de ça, mais en réalité, où est-ce qu'il faut le mettre? Compliqué. Alors, c'est tout un effort intellectuel que nous avons abandonné en Europe. Le dernier point, Jean-Hervé Lorenzi. Le dernier point, en fait, je reviens au premier, c'est-à-dire il faut regarder l'ensemble des transferts publics et privés entre les générations, c'est-à-dire avoir un regard générationnel. Ma génération, en fait, a quand même très largement prélevé le pouvoir, l'argent, les jobs, l'ensemble, au fond, de ce qui est disponible. La première décision de François Hollande, de ce point de vue-là, sur l'âge du départ en retraite, ne va pas à contresens de ce que vous plaidez? C'est vrai. Alors, j'ai une interprétation évidemment très favorable pour François Hollande, c'est que c'est quand même très limité dans cette affaire. Et que si on défend l'idée évidente qu'il faut que on constatera que le départ de l'âge de la retraite se fait plus tard, il faut simplement dire qu'on prend en compte la réalité de la carrière des gens, la pénibilité des travaux, ce qui permet de permettre à tout le monde de se Jacques Attali, et j'aimerais lui poser la question, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. Vous nous disiez, je pense finalement que l'Allemagne va accepter de faire un effort sur la croissance, mais elle va demander en contrepartie des réformes de structure dans les autres pays européens. Qu'est-ce que va demander, selon vous bien évidemment, l'Allemagne à la France ? D'abord, je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Hervé, qui plaide plus encore pour la mise en place d'institutions européennes, parce que une des grandes lacunes, et ça va me permettre de répondre ensuite à votre question, une des grandes lacunes qui est hallucinante, c'est que l'Europe a l'argent, je vous ai parlé des 750 milliards qui dorment et qui peuvent être disponibles demain matin, mais elle n'a pas les projets. Pourquoi elle n'a pas les projets? Parce que la Commission a failli. La Commission a failli. Il n'y a pas de projet clair sur les investissements transfrontières, parce que la Commission, l'Union européenne, a une idéologie de la concurrence telle que dès que deux entreprises européennes se mettent ensemble pour réfléchir à un projet transfrontière, on les accuse de cartel. C'est une folie. Évidemment, si cette politique avait été appliquée au début, il n'y aurait pas Airbus. Évidemment, il faut permettre aux entreprises européennes de se parler, de mettre en place des projets transfrontières, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il ne faut pas décourager les élites, parce que c'est ces élites qui pensent ça. Si on ne laisse pas les ingénieurs penser à des grands projets transeuropéens, ils vont aller les faire en Chine ou ils vont aller les faire en Afrique, qui est quand même un grand espoir de développement, une aventure fantastique. C'est en Afrique que vont aller les jeunes Européens si on continue comme ça. Donc,
motiver l'Europe pour qu'elle se prenne en main. Alors, sur la question, moi je pense que l'Allemagne va tenter, c'est pour ça que je pense qu'il faut que la France joue un coup d'avance, de dire à la fin du raisonnement, d'accord, on accepte. En fait, si l'Allemagne dit on est d'accord, c'est parce que ça va être intéressant pour l'Allemagne. Elle va se rendre compte qu'elle va très très mal, l'Allemagne. Elle ne le sait pas trop encore, comme ce personnage qui court après la falaise sur les... C'est pas l'impression qu'elle donne d'elle-même quand on écoute effectivement ses responsables politiques. Certains, mais les vrais Allemands sérieux savent parfaitement que l'effondrement démographique, la quasi-faillite de leur banque... Et donc, qu'est-ce qui a intérêt à nous demander l'Allemagne ? Peut demander pour des raisons électorales aux Français de faire les mêmes réformes que l'Allemagne a faites, les mêmes réformes que Mario Monti impose, qui ne sont d'ailleurs qu'un tiers de ce qui était dans notre rapport, parce qu'il y avait dans notre rapport beaucoup d'autres choses sur l'éducation, sur la justice sociale, etc. Et l'Allemagne peut se dire, dans ce cas-là, en France, faites des réformes. Et c'est là où je pense que ce sera intéressant, parce que ce sera intolérable, évidemment insupportable que l'Allemagne nous demande d'appliquer... Et nous dicte notre conduite. Nous dicte notre conduite de politique intérieure. Et là, on dira, évidemment, il faut passer à un étage fédéral, parce qu'il n'y a que l'étage fédéral qui peut concevoir une politique coordonnée. Question de Gilles Leclerc. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que le dossier grec, qui est quand même plus que compliqué aujourd'hui, peut perturber cet éventuel compromis entre la France et l'Allemagne? On a entendu des voix en Allemagne dire, après tout, si la Grèce sort de l'euro, c'est pas forcément un drame. En fait, il faut peut-être poser la question de manière un peu différente. Qu'est-ce qui, au fond, dans cette affaire, l'affaire grecque, elle est importante, mais elle est quand même en termes de problèmes de second ordre financier, et ça ne veut pas dire que les Grecs ne soient pas très importants, ça veut simplement dire que l'ordre, quantitativement, c'est quand même de second ordre. Et ce qui est très frappant dans ce qui s'est passé, et c'est pour ça que la semaine prochaine est si importante, c'est que on a couru tout au long de ces 2 dernières années après des solutions. La Grèce est un pays qui est insolvable au sens simplement de difficulté à terme, quoi qu'il arrive, de rembourser la dette telle qu'elle a été prévue au départ. Insolvabilité. On a mis en fait près d'1 an et demi à décider d'une solution qui est une sorte de compromis. Voilà. Après, on a un problème d'illiquidité. Simplement, c'est plus de l'insolvabilité. Les 2 grands pays européens touchés, et évidemment l'Italie en premier, sont des pays qui, en fait, peuvent avoir des difficultés sur 4-5 ans. Peut-être moins pour l'Italie et plus pour l'Espagne, mais qui sont des pays qui sont solvables. Mais on n'avait pas de solution. On a mis encore 6 mois. Et maintenant, on est en train de découvrir que la solution qui a été inventée il y a 6-8 mois est une solution qui est aussi, pardon de l'expression parce qu'elle est brutale, mais aussi stupide que la réduction les positions monétaires en 1930 aux États-Unis. Jacques Attali, voilà. Vous aussi vous pensez que c'est une solution stupide qu'on a mis en place, et quelle solution alors il faudrait enfin, parce que ça fait un certain temps maintenant, mettre en place? Et comment François Hollande pourrait-il éventuellement empêcher l'Allemagne de laisser tomber entre guillemets la Grèce, alors que lui politiquement sûrement... Je dis depuis le début, le G20 est une mascarade, toute cette stratégie qui a consisté à résoudre le problème de la dette en augmentant la dette est une folie. Et on ne voit pas un problème majeur qui va se poser derrière la dette publique, c'est la solvabilité des banques. Le système financier européen est mort. Très largement. Il y a des banques qui vont très bien, je ne veux pas affoler les populations, mais le système financier manque cruellement de fonds propres. Et il n'y a personne pour mettre des fonds propres dans les banques espagnoles, on vient de le voir, dans les banques grecques, etc. Donc personne, donc là encore il faut des ressources, elles peuvent être qu'européennes, il faut inventer un mot qui n'existe pas pour non pas nationaliser les banques, mais européaniser les banques en donnant du capital, parmi le capital qu'on vient de nommer, parce que vous allez voir bientôt, le prochain problème qui va apparaître, c'est le fait que notre système financier va très mal, et il va si mal qu'il ne peut même plus financer les États, puisqu'il n'y a plus aucune banque qui vient souscrire au bon du Trésor. Donc le système financier va être l'acteur majeur. Le cas grec, il est extrêmement grave. Je dois rappeler une évidence qu'on oublie trop, c'est que nous sommes, nous, collectivement, Européens, Français et Allemands en particulier, responsables du cas grec. La Grèce avait un budget de la défense le plus élevé du monde. Pourquoi? Parce que la Grèce croyait, et qu'on lui faisait croire, qu'elle avait un ennemi qui pouvait l'attaquer le lendemain matin, qui s'appelait la Turquie. Pourquoi on lui a fait croire ça? Parce que à qui acheter des armes? Les Grecs, aux Français et aux Allemands. Donc le déficit grec, il est venu en France et en Allemagne. Nous sommes, depuis 20 ans, responsables d'une large partie de la dette grecque. C'est quoi aujourd'hui? À partir du moment où il y a quelqu'un à bord, on ne peut pas le laisser tomber. Non pas pour des raisons simplement d'altruisme, qui à mon avis suffirait. Non, parce que ce qu'on appelle à tort les marchés, c'est-à-dire les prêteurs, qui regardent ça de façon assez sommaire et assez simple, disent, écoutez, si vous n'êtes pas capable de régler un problème qui représente 2% du PIB européen, je ne crois pas que vous réglerez le cas de l'Espagne. Et donc, ils ne croiront plus qu'on réglera les autres. Une sortie de la zone euro vous paraît totalement inconcevable? À l'heure où nous parlons, à l'heure où cette émission passe, on ne sait pas.
le Parlement les deux partis de gouvernement ont 148 voix. Il en faut 151. Il en manque 3. Si le parti... C'est qu'on ajoute la crise politique à la crise financière et économique. Si le parti de gauche qui refuse l'austérité trouve un compromis avec les deux partis de gouvernement, on a un gouvernement stable et on est sorti de la crise grecque. Parce qu'ils ont un gouvernement stable pour plusieurs années. Mais... c'est loin d'être évident, ça ne va pas forcément se passer comme ça. Alors, si ça ne se passe pas comme ça, on le saura dans la nuit. Dans ce cas-là, on a des élections et alors tout devient tragiquement possible. Oui. Rapidement, Jean-Hervé Lorenzi, puis on passe à la dernière partie du débat. Crois, les Européens ont beaucoup de défauts, mais quand ils sont au bord du précipice, ils réalisent qu'il y a le vide. Je ne crois absolument pas que la Grèce sortira de la zone euro. Je crois que tout simplement parce que personne ne prend le risque de pousser sur le bouton, pas plus les Grecs qu'aucun pays en Europe. L'Europe s'est suicidée souvent, Jean-Hervé. Il y a 4 suicides européens au XXe siècle. C'est vrai, mais enfin, pas pour des raisons la rationalité n'est pas certaine. Alors, avant que l'Europe ne se suicide, je vous propose de passer à la troisième partie de ce débat. Nous parlions à l'instant de croissance et s'il faut de la croissance, c'est bien entendu pour préserver l'emploi et sur ce point, question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Jean-Hervé Lorenzi, compte tenu de tout ce qu'on a dit avant qui peut un peu inquiéter quand même avec ces chiffres, est-ce que les prévisions sur l'emploi du projet de François Hollande sont encore tout à fait possibles ? Je pense aux emplois jeunes, je pense aux emplois dans l'éducation. Est-ce qu'il va pouvoir les appliquer tout de suite? Ce sont des promesses électorales, probablement que l'opinion publique déficit public attend. Qui donc, si on en croit la Commission européenne, serait plus élevé que prévu en 2013. Réponse. Ce qu'il faut regarder, c'est la trajectoire de croissance. Imaginons même qu'elle soit d'1%, il faut rajouter donc un déficit de 15 milliards qu'il faut réduire à due proportion. Ça n'empêche pas de faire des réformes sur l'emploi, par exemple. Oui, mais si vous voulez, moi je crois que quoi qu'il arrive, que ce soit M. Hollande ou M. X, enfin c'est M. Hollande, je m'en réjouis, mais il s'avère que quoi qu'il arrive, le modèle économique dans lequel on va rentrer est en réalité, nous, comme les autres, en Europe, est quand même très très différent. Il faut, par nature, imaginer des dispositifs qui sont des dispositifs qui permettent notamment d'accueillir cette jeunesse de manière normale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation que nous fournissons, par exemple, qui a quand même évolué dans les 4-5 dernières années, il y a eu des tas de progrès qui ont été faits, mais chacun sait que le système de formation français, qu'il soit primaire, secondaire ou supérieur, est quand même encore très largement inadapté. Oui, Jean-Hervé Lorenzi, mais en même temps, on pourrait vous rétorquer qu'il y a eu des progrès absolument considérables qui ont été faits et que finalement la jeunesse, dans son ensemble, n'a jamais été aussi bien formée. Je crois pas ça, mais c'est très difficile de démontrer. Je ne le crois pas. Je crois que d'un système qu'il est plus difficile pour le gouvernement français de discuter avec la FSU que de discuter avec l'Allemagne. Mais donc, ça promet alors. Donc oui, mais. Bon, c'est la vie, c'est chacun a peut-être une part de vérité. Donc ce que je pense, je crois absolument qu'il faut maintenir les emplois jeunes, etc. Parce que ça n'est évidemment pas la solution, mais d'abord ce sont des engagements, il faut les tenir. Mais si on reprend le thème de la jeunesse, en fait, et du vieillissement, parce qu'il faut traiter les deux sujets simultanément. Il faut à la fois jouer le marché du travail de manière normale. Nous accueillons bien au-delà des problèmes. Nous accueillons la jeunesse sur le marché du travail dans des conditions qui sont surréalistes. Je rappelle que nous sommes le seul pays au monde où, on va dire, 70-75% des jeunes rentrent soit sous forme de stage, soit sous forme de CDD. Donc je suis absolument pour qu'on modifie ce type d'affaires. Deuxième sujet, quand on regarde bien les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a des flux publics, je parle de flux publics, qui doivent être transférés, qui sont aujourd'hui, nous sommes le pays qui a la concentration de flux publics, c'est-à-dire d'argent public qui va vers les plus de 60 ans, la plus importante par rapport aux moins de 25 ans. Je pense que c'est un sujet majeur, ce qui veut dire apprentissage, ce qui veut dire complètement remettre à plat le dispositif. Question de Luc Bronner. Monsieur Attali, dans votre commission, il y a quelques années, vous aviez évoqué assez longuement les problématiques de formation et d'éducation. On est là en plein sur des questions structurelles. Si vous aviez un message à faire passer à François Hollande sur justement ces politiques de formation, ça serait quoi les priorités d'une réforme? Pour moi, il y en a deux. La première, c'est de donner le pouvoir aux directeurs
d'écoles primaires de façon à adapter l'école au quartier. C'est ce que voulait faire Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est ce qu'il aurait dû faire, puisque notre rapport le proposait au début de son mandat, et qu'il a fini par retrouver comme proposition pour son programme électoral. Donc malheureusement, il n'a pas fait. Mais surtout, plus important, nous marchons sur la tête parce qu'on est dans un pays qui se plaint du chômage et personne ne s'occupe des chômeurs. Personne ne s'occupe des chômeurs. Pourquoi personne ne s'occupe des chômeurs? Parce que les syndicats défendent les salariés pour qu'ils ne soient pas chômeurs, et à partir du moment où ils sont chômeurs, tout le monde les oublie. Alors, comment on fait pour s'occuper des chômeurs? Alors, s'occuper des chômeurs, ça veut dire s'occuper de la formation des chômeurs. Parce que tous les exemples étrangers montrent que quand on prend en main les chômeurs, ou ceux qui sont menacés d'être licenciés, qu'on les forme à de nouveaux métiers, leur durée de chômage s'effondre. Ils sont beaucoup plus brièvement. C'était une proposition de Nicolas Sarkozy, ça, quand même, sur la formation. Là encore, c'était une proposition de notre rapport, sur le contrat d'évolution, et qui a comme par hasard ressurgi dans la campagne électorale, mais qui n'a jamais été appliquée. Parce que, et c'est aussi la responsabilité des syndicats, je n'ai jamais réussi à motiver les syndicats qui s'intéressent aux salariés, parce qu'il n'y a pas de syndiqués chômeurs. Est-ce que François Hollande osera aller contre les syndicats sur ces non, deux mais points? c'est pas que les syndicats ne sont pas contre. Les syndicats, pour l'instant, ne s'y intéressaient pas. Vous savez, ce qui est polémique dans cet aspect de la proposition, en tout cas, qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'était une forme d'obligation. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ce que vous dites, qu'on comprenne bien. C'est pas l'obligation de prendre un emploi, qui d'ailleurs existe déjà dans la loi. Non, c'est la formation des chômeurs. Je prends juste, si vous permettez, un exemple personnel. Planète Finance, que vous avez cité, que je préside, nous travaillons dans 80 pays, mais nous travaillons aussi dans les quartiers. Nous nous occupons de prendre en main des gamins chômeurs, on leur apprend à vouloir créer une entreprise, on les aide à créer l'entreprise, on leur trouve un financement. L'expérience que nous avons depuis 5 ans dans une douzaine de quartiers que nous allons maintenant développer montre que créer un emploi pérenne de quelqu'un qui crée son entreprise, pérenne de plus de 3 ans, coûte moins que la même personne au chômage pendant 3 mois. Donc, évidemment, la formation des chômeurs pour les mettre sur le marché du travail, soit comme salariés, soit comme créateurs d'entreprise, est évidemment la solution. Mais personne ne s'en occupe, alors qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas dans la sociologie politique intéressant ni pour les patrons, ni pour les syndicats. Ça veut dire que l'équilibre sociologique de notre pays, il faut trouver des moyens de le faire évoluer. On avait baptisé ça flexi-sécurité, sécurité sociale professionnelle. On a trouvé tous les mots pour dire il faut donner confiance aux gens, c'est qu'ils ne vivent pas dans la terreur de ces périodes où leur emploi s'arrête, et à la fois cette période, il faut l'utiliser de manière massive. Je rajoute un deuxième aspect qui, moi, me frappe. Pourquoi je disais qu'il y avait un problème sur la formation? Nous sommes d'une génération qui, finalement, fait des études supérieures un peu par j'allais dire, des trajectoires personnelles assez aisées. Ça veut dire qu'on était mauvais, ça veut simplement dire que c'était tout inscrit. Tout le reste de la population des jeunes de notre pays vit dans un climat qui n'est jamais, on ne donne jamais confiance à un jeune dans notre pays, jamais. La caractéristique, c'est très simple, c'est très simple, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que... Je suis d'accord, mais l'idée, on note, on surnote, on classifie, on catégorise, au fond, la vraie révolution culturelle de notre pays, parce qu'il y a énormément d'énergie dans notre pays, c'est de faire qu'on permette à des jeunes de catégories qui ont finalement des parcours, des trajectoires, des histoires personnelles, des sociologies différentes, d'arriver à faire que les gens se trouvent dans des climats où ils ne sont pas tout de suite écartés. Les auditeurs ne le voient pas forcément, mais Jacques Attali sourit gentiment à vos propos. Je suis très content de trouver enfin un point de désaccord avec Jean-Hervé. Je lui rappellerai simplement qu'après avoir eu la gentillesse de travailler avec moi dans mon centre de recherche, il était major de l'agrégation d'économie. Donc le fait de les classements, il n'a pas été tout à fait contre. Et c'est très bien comme ça. Bon, précision et puis on passe à la conclusion de ce débat. Ce que je vous propose, tous les deux messieurs, c'est de nous dire peut-être en quelques secondes, il nous reste 2 minutes en réalité, vous allez vous imaginer, vous êtes, mais ça, remarquez pour vous, Jacques Attali, ce sera assez simple, vous êtes conseiller du nouveau président de la République, vous l'avez été d'un autre président de la République. Et l'actuel était conseiller aussi au même moment. Absolument. Mais là, voilà, vous êtes conseiller du président François Hollande, du nouveau président François Hollande. Quelle est, selon vous, la mesure la plus essentielle à prendre dans les prochaines semaines? Jacques Attali, puis Jean-Hervé Lorenzi. C'est pas pour me défiler, mais la France est un pays complexe, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que la première chose à faire, c'est d'afficher clairement un désir fédéral en Europe, en particulier en matière de croissance. Et la deuxième, c'est de montrer immédiatement que la réforme fiscale va pénaliser les riches rentiers et favoriser les riches créateurs. Et là, c'est essentiel de montrer qu'on fait juste. Voilà, juste et contre l'immobilisme et pour la création. Jean-Hervé Lorenzi. J'adore l'idée, puisque Jacques a sorti 2 idées, donc j'en sortirai aussi 2. La première, c'est d'indiquer très clairement dans sa structure gouvernementale qui sortira mardi ou mercredi qu'il met
un pôle qui est un pôle conception, fabrication, production, c'est-à-dire un pays qui au fond a envie de vivre, il faut qu'il ait envie de faire des choses et donc ça signifie de casser Bercy, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, au fond, sortir 10 mesures, donc vous voyez ça m'en fait 11 en tout, 10 mesures sur la jeunesse. 12, mais allez-y. 10 mesures sur la jeunesse. Je crée vraiment une structure pour l'apprentissage massif. Je crée l'apprentissage des jeunes. Au fond, je reprends les 135 000 jeunes qui ont des problèmes de formation, qui sont à un état extrêmement faible. Je les reprends en les rémunérant pour que pendant un an, ils reçoivent une formation d'écriture, de lecture, des éléments de base. Troisième aspect, je supprime les CDD, les contrats à durée déterminée, je fais un contrat pour tout le monde, même âge, etc., avec des durées d'essai qui sont des durées d'essai normales. Donc, tout est déterminé par rapport à la jeunesse. Production jeunesse. Et évidemment, ça m'en fait donc 11 plus 2, 13. Eh bien, c'est sur ces 13 mesures que s'achève notre débat. Merci à tous les deux pour ces conclusions et pour votre participation à ce débat. Et pour ma part, je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau débat de 2012.